Oui. Prochaine, c'est bon comme ça? Oui, madame. Allez, Oui. allez, ok, très bien. Alors, donc, les céphalées. Donc, je vous disais que les céphalées, c'était le motif de consultation le plus fréquent en neurologie et que la cause, ça allait de la cause la plus banale, c'est-à-dire des causes qui ne sont pas graves, comme par exemple les migraines, à la cause la plus grave, par exemple des céphalées secondaires à une tumeur cérébrale, un accident vasculaire cérébral, une infection cérébrale, une encéphalite, méningite, etc. Donc voilà. Alors, vous avez les céphalées qui sont primitives, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause. C'est-à-dire si vous faites un scanner ou une IRM, vous n'allez rien trouver sur ces examens complémentaires. Donc, des céphalées primitives, comme par exemple la migraine, et les céphalées qui sont symptomatiques ou secondaires à une cause déterminée, par exemple à une tumeur, à une méningite, etc. D'accord? Donc voilà. Alors, on commence par la migraine. La migraine qui est la céphalie la plus fréquente en fait, hein. Alors, la migraine, c'est une maladie neurologique qui est chronique et qui va se manifester par des crises de céphalie. C'est-à-dire le malade, il va avoir des crises de maux de tête qui vont, ça va commencer à un certain temps, ça dure quelques temps, quelques minutes, et ça s'arrête. Et ça revient. D'accord? C'est pour ça qu'elles sont dites récurrentes. C'est-à-dire elles reviennent sous forme de crise. Donc, ces maux de tête sont très variables, elles sont caractérisées surtout par trois choses importantes. Leur intensité, leur fréquence et leur important quand vous faites l'interrogatoire d'un malade qui présente une migraine, toujours il faut lui faire préciser ces trois choses. L'intensité, est-ce que cette douleur est intense, c'est-à-dire le malade ne la supporte pas, ou est-ce qu'elle est supportable? D'accord? La fréquence, est-ce que c'est une migraine qui survient une fois par semaine, une fois par mois, deux fois par semaine, etc. Donc la fréquence et la durée de la crise. Est-ce que c'est une crise migraineuse qui dure quelques minutes, quelques heures, un jour, deux jours, etc. Et donc, ces trois variables vont donc changer d'un malade à l'autre. Alors, il y a eu plusieurs classifications des céphalées, donc des migraines, mais on invite par l'IHS, c'est-à-dire l'International Headache Society, qui a classé donc les migraines en deux formes. La migraine sans aura, la migraine avec aura. La migraine sans aura, c'est la plus fréquente, heureusement, parce que c'est une migraine où on n'a que le mal de tête. La céphalie est isolée, le mal de tête est isolé. Et vous avez la migraine avec aura. C'est quoi aura? Aura, c'est un problème neurologique qui va précéder, hein, parfois accompagner donc le mal de tête. C'est-à-dire, ce problème neurologique, le malade, il va avoir, par exemple, un trouble visuel ou un trouble sensitif ou un trouble moteur ou un trouble du langage qui va précéder le mal de tête. Par exemple, le malade, il va, quelque temps après, le flou disparaît et le malade, donc, installe sa mal de tête. Ce qu'on appelle l'aura. Dysfonctionnement neurologique focal, c'est-à-dire il n'est pas généralisé, il peut être soit visuel, soit sensitif, soit moteur, et transitoire, c'est-à-dire cette aura, elle va durer ou quelques minutes et elle va disparaître, transitoire. D'accord. Donc, le diagnostic de la migraine, en fait, quand vous examinez le malade, quand vous faites l'examen clinique ou neurologique, quand vous faites le scanner, l'IRM, les examens, vous n'allez rien trouver. La migraine est sans aucune cause. D'accord? Donc, on ne va rien trouver. Alors, de point de vue épidémiologique, c'est une affection surtout de l'adulte jeune. On la voit, bon, dans 12% de la population, chez 12% d'enfants. Elle a une nette prépondérance féminine. Pourquoi? Parce que, alors, par exemple, les facteurs climatiques, le froid, la chaleur, certains aliments, le stress, etc. Mais en plus, chez la femme,
vous avez les problèmes, le cycle hormonal qui fait, il y a les hormones féminines qui fait que, donc, il y a en plus ce facteur qui fait que chez la femme est plus touchée que l'homme. Alors, on a une forme de migraine qu'on appelle la migraine cataméniale et qui se voit surtout, qui se voit chez la femme quelques jours avant le cycle. Donc, elle est rythmée par les désordres. Il faut savoir qu'il y a le caractère familial de la migraine, c'est-à-dire que la migraine, on n'a pas encore démontré qu'elle était héréditaire, mais on sait qu'il y a des familles de migraineux. Il y a des familles où vous avez, par exemple, la mère, le fils, la tante, c'est-à-dire une famille où on a beaucoup de migraineux. Ça se voit aussi. Alors, cliniquement, on va voir d'abord donc la migraine sans aura, qui est la plus fréquente, c'est-à-dire on n'a que la céphalie. Donc, ces crises de migraine, le malade n'a pas mal, c'est-à-dire il n'y a pas de fond douloureux. On n'a pas de fond douloureux. D'accord? Donc, comment se caractérise donc la crise migraineuse? Donc, la douleur, elle est unilatérale. Unilatérale, généralement, hein, mais elle peut être bilatérale. Elle peut être généralisée. Mais d'une façon générale, elle est unilatérale. Elle est pulsatile. Pulsatile, c'est comme des battements cardiaques, comme le battement cardiaque. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine vasculaire. C'est pour ça qu'elle est pulsatile. Donc, si vous touchez quelqu'un qui a une crise migraineuse, essayez de lui toucher les tempes, la région temporale, et vous allez voir l'artère qui bat, qui bat, qui bat. Donc, c'est une douleur pulsatile. Donc, unilatérale, pulsatile. Cette douleur, elle est accompagnée de nausées et parfois des vomissements. Et parfois, ces vomissements soulagent le malade. Le malade, quand il vomit, il est un peu soulagé. D'accord? Donc, c'est une douleur qui est accompagnée aussi de photophobie et de phonophobie. C'est-à-dire, le malade ne supporte pas la lumière, il ne supporte pas le bruit. Alors, l'œuvre et la lumière aggrave encore sa crise. Donc, c'est une douleur qui va être aggravée par l'effort, la lumière, le bruit, les odeurs désagréables ou même des odeurs, des bonnes odeurs, des parfums, même si c'est de bons parfums, mais qui sont forts, ils ne les supportent pas. Ça déclenche chez eux des migraines. Ou bien des mauvaises odeurs aussi. Donc, elle est aggravée par l'effort, la lumière, le bruit, les odeurs. Et la migraine est soulagée par le calme, le repos et l'obscurité. C'est pour ça que quand quelqu'un fait une crise de migraine, il faut le mettre dans une chambre obscure, fermer les rideaux, fermer la porte, etc. Et sans aucun bruit. D'accord? Alors, voilà pour ce qui est des caractéristiques de la migraine. Unilatérale, pulsatile, avec parfois nausées, vomissements, photophobie, phonophobie. Voilà. Et quels sont les facteurs qui déclenchent les crises migraineuses chez le migraineux? Alors, ça peut être des facteurs psychologiques, quand le malade est stressé, quand il a reçu une forte émotion, etc., donc psychologique. Hormonaux, chez la femme, je vous ai parlé tout à l'heure de cette qui survient lors des règles, qui précède, si vous voulez, un peu, ou accompagne des règles. Et aussi, la prise de pilule peut provoquer de la migraine. Des facteurs alimentaires. Alors, il y a certains aliments qui déclenchent. Certaines personnes ont une forme de migraine qu'on appelle la migraine digestive. Alors, c'est une migraine qui est déclenchée quand le malade prend certains aliments. Alors, ça peut être l'alcool, le chocolat, les œufs, le fromage, etc., des fraises. S'il prend tel ou tel aliment, ça va déclencher des céphalées. Il les évite et quand il les évite, il n'a plus mal. Et c'est tout. Donc, ce qu'on appelle la migraine digestive. Désagréable, ça aussi, c'est un facteur déclenchant. Alors, pour l'intensité de la migraine, elle est variable. Ça dépend des sujets.
Alors, ça, c'était donc la migraine, d'une façon générale, la migraine commune, la migraine sans aura. Maintenant, la migraine, cette migraine-là, elle peut être précédée ou plus rarement. Donc, hier, on est arrivé à. On avait fait la migraine sans aura, c'est ça? Oui. Oui, Donc, madame. c'est bon, je ne répète pas ou vous voulez que je répète? C'est bon? Oui, madame. Alors, on continue le cours. Et donc, je vais vous parler de la migraine avec aura. Donc, la migraine avec aura, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez la céphalée, comme on l'a décrit hier, c'est-à-dire unilatérale avec nausées, parfois vomissements, photophobie, phonophobie, etc. Mais en plus, ici, cette migraine, elle va être précédée ou accompagnée. Enfin, elle est surtout précédée, hein, rarement accompagnée d'une aura. C'est quoi l'aura? Aura, c'est un dysfonctionnement neurologique focal et transitoire. Dysfonctionnement, c'est-à-dire il y aura une partie du cerveau qui va ne plus bien fonctionner. D'accord? Donc, ça peut être une aura visuelle, ça peut être une aura ça peut être une aura motrice, une aura sensitive, etc. Donc, il y a une partie, pour ça qu'on dit focale, c'est-à-dire une région du cerveau, pas tout le cerveau, qui va ne pas bien fonctionner. Et cette aura, elle va durer quelques temps, quelques secondes, quelques minutes, et elle va disparaître. Donc, elle est transitoire. Donc, l'aura, c'est un dysfonctionnement neurologique focal et transitoire. Alors, les auras visuelles sont les plus fréquentes et elles vont réaliser la classique migraine ophtalmique. Des fois, on reçoit un malade, on lui dit, voilà, vous avez une migraine ophtalmique. Pourquoi? Parce que ces céphalées, les céphalées qui présentent, elles vont être précédées d'un problème visuel. Alors, ce problème visuel, ça peut être un scotum scintillant. C'est quoi un scotum scintillant? C'est quelqu'un qui va voir comme un point brillant, on dirait une étoile qui brille, un scotum scintillant. Ou bien il va voir des lignes en zigzag. Donc tout d'un coup, il est là, il commence à voir des lignes en zigzag. Parfois, elles sont colorées, ces lignes, d'accord? Ou bien il peut voir des phosphènes. C'est quoi les phosphènes? Ce sont plein de petits points, il va voir plein de petits points comme ça dans son champ visuel. Ou bien il peut voir aussi des troubles du champ visuel, c'est-à-dire il va par exemple ne pas voir à droite, à gauche, etc. Et ça, les troubles du champ visuel, on va les voir en détail quand on fera donc les syndromes topographiques. Le malade, il peut faire aussi une aura visuelle à type de métamorphopsie. Métamorphopsie, c'est quoi? Ce sont des déformations des objets. Par exemple, un stylo, il va le voir très très grand ou très très petit ou bien déformé. C'est ce qu'on appelle les métamorphopsies. D'accord? Donc, le malade, il va avoir une aura visuelle avec l'un de ces signes, si vous voulez. Ça dure quelque temps. Cette aura, elle disparaît et juste après l'aura, le malade, il va avoir mal. Il va avoir donc le mal de tête, la céphalée. D'accord? La céphalée qu'on a vue hier, c'est-à-dire hémicranie, photophobie, phonophobie, nausées, éventuellement vomissements, etc. D'accord? Donc, les auras. L'aura la plus fréquente, c'est l'aura visuelle. On peut avoir une aura sensitive. L'aura sensitive, c'est quoi? C'est le malade, il va avoir des fourmillements, c'est-à-dire des paresthésies, fourmillements, picotements, etc. Et la plus fréquente des auras sensitives est cette aura chéro-orale. Chéro-orale. Chéro, c'est la main en grec. Chéro-orale. Unilatérale. C'est-à-dire le malade, il va avoir des fourmillements au niveau de la main et de la bouche d'un seul côté. Ça va durer quelque temps, après ça disparaît et après s'installe donc le mal de tête, la migraine. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être un type d'aura. Le malade, il peut avoir aussi une aura aphasique. Aphasique, c'est un trouble du langage, c'est-à-dire le malade, il va il peut par exemple perdre le langage, tout d'un coup, il perd le langage, il va plus parler pendant quelque temps, après il va retrouver la parole et juste après s'installe donc sa céphalée.
L'aura, elle peut être aussi motrice, c'est-à-dire il va avoir un déficit moteur, c'est-à-dire une hémiparésie. Alors, il faut faire la différence entre hémiparésie et hémiplégie. Hémiparésie, c'est un déficit, mais le malade, il continuera à bouger. Donc, il va sentir le déficit moteur d'un hémicorps, mais il continuera quand même à bouger. Tandis que l'hémiplégie, c'est la paralysie totale. D'accord? Hémiparésie, hémiplégie. Et là, dans l'aura motrice, c'est une hémiparésie. Donc, tout d'un coup, le malade, il va présenter une fatigabilité d'un hémicorps qui va durer quelque temps. Après, il va retrouver une bonne motricité et ensuite s'installe sa migraine. Donc, voilà pour ce qui est de la migraine avec aura. Donc, ce sont des céphalées, comme on les a décrites hier, mais qui vont être précédées d'un dysfonctionnement neurologique focal et transitoire, qui peuvent être visuels, sensitifs, motrices ou aphasiques du langage. OK? Voilà donc pour la migraine avec aura. Alors, les migraines, on a dit plusieurs types de migraines si vous voulez. L'enfant, il peut être touché par la migraine. On a des enfants qui font des migraines. Mais l'enfant, généralement, sa céphalée, il a localisé surtout au niveau frontal. Il a mal surtout au niveau de la région frontale. Ou bien, l'enfant, il peut, si vous voulez, somatiser, c'est-à-dire il peut ressentir sa migraine, mais d'une autre façon. Par exemple, sous forme de vertige, sous forme de douleur abdominale, sous forme de vomissement. D'accord? L'enfant, généralement, il somatise. Alors, quand vous avez un enfant qui fait des douleurs abdominales, des vomissements, c'est-à-dire à répétition, ça va et ça vient, il faut bien sûr d'abord éliminer une cause locale régionale. Hein, ça peut être une appendicite, ça peut être une colopathie, ça peut être, d'accord. Il faut d'abord éliminer une cause locale. Si vous ne trouvez rien du tout, à ce moment-là, pensez aux problèmes cérébraux. Ça peut être soit une migraine, ça peut être aussi une épilepsie. Donc, chez l'enfant, il somatise surtout au niveau abdominal. D'accord? Donc, la migraine de l'enfant, elle peut être frontale et elle peut être aussi d'un autre signe, si vous voulez. Vertige, douleur abdominale, etc. Les autres types de migraines. Alors, autre type de migraine, on peut avoir la migraine basilaire. C'est quoi la migraine basilaire? Alors, la migraine basilaire, il faut savoir que on va faire ça en détail quand on fera les accidents vasculaires cérébraux. Il faut savoir que le cerveau, il est vascularisé par deux systèmes. En avant, vous avez le système carotidien et en arrière, vous avez le système vertébro-basilaire. Donc, système vertébro-basilaire, il vascularise surtout la partie tout à fait postérieure donc, du cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Donc, la symptomatologie n'est pas la même que quand c'est le système carotidien qui est touché. Quand c'est le système carotidien qui est touché, le système carotidien, il vascularise, si vous voulez, le lobe frontal, l'occipital, c'est-à-dire la grande majorité du cerveau. Le système basilaire, il vascularise surtout la partie postérieure, tronc cérébral, cervelet, etc. Donc, si on a une migraine dans le système carotidien, on va avoir la classique migraine qu'on a vue hier, c'est-à-dire céphalée, unilatérale, etc. Mais si vous avez une migraine dans le système basilaire, ce qui est rare, hein, généralement la migraine touche le système carotidien. Mais quand ça touche le système basilaire, à ce moment-là, ça va donner surtout des grands vertiges, vomissements, etc. C'est-à-dire, on dirait avec des équilibres, etc. On dirait atteinte du tronc cérébral, du cervelet, etc. C'est plus la classique migraine qu'on a vue hier. Ce sont de grands vertiges, vomissements, angers, etc. D'accord? Donc, ça, c'est la migraine basilaire qui est rare. Généralement, la migraine, elle survient surtout dans le système vertébro-basilaire, dans le système carotidien. Deuxièmement, la migraine hémiplégique. Alors, en fait, la physiopathologie de la migraine, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez une vasoconstriction suivie d'une vasodilatation. C'est ça, en fait, grosso modo, hein, la physiopathie de la migraine. C'est-à-dire le malade, tout d'un coup, il va avoir une artère qui va diminuer de calibre, vasoconstriction,
Donc, le sang ne va pas arriver en quantité, si vous voulez, comme d'habitude, au niveau d'une certaine région du cerveau. Cette vasoconstriction, elle va être suivie, elle va durer quelques minutes, quelques heures, etc. Après, survient une vasodilatation. Et c'est au moment de la vasodilatation, tout le sang qui était, si vous voulez, emprisonné, il va monter en faisant des pulsations au niveau des artères, et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui donne le mal de tête. C'est au moment de la vasodilatation. D'accord? Donc, vous vous imaginez bien qu'au moment de la vasoconstriction, le sang n'arrive pas en quantité suffisante. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des signes neurologiques. Par exemple, une aura visuelle, une aura, d'accord? Mais parfois, cette vasoconstriction, elle est tellement importante, ou bien elle aura duré tellement longtemps que c'est plus une hémiparésie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une aura. Quand on a parlé de l'aura motrice, je vous ai dit hémiparésie. Mais quand la vasoconstriction, elle est très importante ou elle dure longtemps, eh bien, ça peut donner carrément des hémiplégies, c'est-à-dire une paralysie totale. Donc ça, c'est une migraine qui est quand même assez importante, assez grave. D'accord? Donc, la migraine hémiplégique. C'est plus la migraine hémiparésique comme on a vu tout à l'heure. Vous avez aussi la migraine ophtalmoplégique. Tout à l'heure, j'ai dit la migraine ophtalmique. Hein? Il y a une différence, ophtalmique, ophtalmoplégique. Ophtalmique, c'est quand on a une petite aura, par exemple, le malade, il va voir des lignes en zigzag, qui durent quelque temps, ça disparaît, etc. Mais là, la vasoconstriction, elle a duré tellement longtemps que l'œil est paralysé, il ne peut plus bouger. D'accord? L'œil ne peut plus bouger. On va avoir carrément un strabisme, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est la migraine ophtalmoplégique qui est encore plus grave que la migraine ophtalmique, bien sûr. Donc, heureusement, ces migraines-là sont quand même assez rares. Donc, la migraine basilaire, hémiplégique, ophtalmoplégique, elles sont importantes, graves, mais elles sont très rares. On peut avoir aussi des complications de la migraine, des complications graves, si vous voulez, de la migraine. Même chose, c'est dû à une vasoconstriction qui est prolongée. Alors, on peut avoir un état de mal migraineux. C'est quoi l'état de mal migraineux? Alors, l'état de mal, vous allez le voir dans le cours des migraines, vous allez le voir dans le cours des épilepsies. État de mal, ça veut dire que le malade est mal. Ça veut dire que son problème dure longtemps. Donc, un état de mal migraineux, c'est une céphalie qui va durer plus de 3 jours. Alors, le malade, il n'en peut plus. Ça peut donner même un œdème cérébral et ça peut même tuer le malade. Donc, ça, c'est une complication grave de la migraine. Elle est rare, mais ça peut exister. Donc, l'état de mal migraineux. On peut avoir un infarctus. C'est quoi l'infarctus? C'est un accident vasculaire cérébral. C'est un accident vasculaire, c'est-à-dire une région du cerveau qui est infarcie, c'est-à-dire l'oxygène n'est pas arrivé, le sang n'est pas arrivé dans cette région, donc elle va être détruite, si vous voulez. Et c'est ça l'accident vasculaire cérébral ischémique, elle va être ischémique. Et pourquoi tout ça? Parce que la vasoconstriction, elle a été très très importante, ou bien elle a duré longtemps, et donc il y a eu carrément, le sang n'est pas arrivé au niveau d'une certaine région, et il y a eu un accident vasculaire cérébral. Alors quand l'accident vasculaire est dû à une artère qui est bouchée, ou bien qui a subi une vasoconstriction importante, on parle d'accident vasculaire ischémique, ou bien d'un infarctus, comme l'infarctus cardiaque, l'infarctus aussi cérébral. D'accord? Donc là, ça, c'est des complications graves de la migraine. Je vous dis encore que c'est très rare, exceptionnel, mais ça peut exister. Voilà pour les formes cliniques de la migraine. Pour les examens complémentaires, bon, il n'y a aucun examen qui confirme la migraine, qui vous montre la migraine. Ça n'existe pas. La migraine, le diagnostic de la migraine, il repose sur l'interrogatoire. C'est tout. D'accord? Donc, il faut faire préciser, comme je vous ai dit, par votre malade, comment est sa migraine, les signes qui l'accompagnent, quels sont les facteurs qui la déclenchent, et surtout l'intensité, la fréquence et la durée des crises migraineuses. Et donc, il n'y a aucun examen qui montre la migraine, ni le scanner, ni l'IRM, ni surtout pas l'EEG. Alors, n'allez pas demander un EEG
chez les gens qui font, parce qu'on voit souvent des ordonnances, quelqu'un qui a mal à la tête, on lui demande un EEG. L'EEG, l'indication de l'EEG, c'est surtout l'épilepsie. مدام كاين اللي راح لو سون عندهم معليش تعاودي لهم من لي كومبليكاسيون. Mais les complications. Alors, vous dites que j'ai le sang, oh là là. Hein? Est-ce que vous entendez tous? Oui, madame. Est-ce que je reprends? Donc, je reprends hein, les complications de la migraine. Hein? Alors, les complications de la migraine, vous pouvez avoir un état de mal migraineux. L'état de mal migraineux, c'est quoi? C'est quand la migraine dure plus de 72 heures, c'est-à-dire plus de 3 jours. D'accord? Plus de 3 jours. Donc, le malade est dans un état grave. Il peut faire un œdème cérébral, il peut décéder même. D'accord? L'état de mal migraineux, c'est une migraine qui dure plus de 3, qui est importante et elle dure plus de 3 jours. Et vous avez l'infarctus migraineux. L'infarctus, c'est quoi? C'est un accident vasculaire carrément ischémique. C'est-à-dire, l'infarctus, il peut être dû à une artère qui s'est bouchée ou bien à une artère qui a subi une vasoconstriction très importante. Donc, le sang n'est pas arrivé au niveau d'une certaine région du cerveau. Cette région, elle est ischémie, elle est détruite et on va avoir un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est ça l'infarctus, c'est comme l'infarctus cardiaque. D'accord? Donc, ça, c'est des complications qui sont rares, mais ça peut exister. Alors, quels sont les examens complémentaires à demander devant une migraine? Eh bien, rien du tout. Le diagnostic de la migraine repose sur l'interrogatoire. C'est tout. C'est-à-dire, si vous faites un scanner, une IRM, vous n'allez rien trouver du tout. L'examen est normal, l'examen neurologique, l'examen clinique, tout est normal. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux continuer? Oui, madame. Très bien. Maintenant, on va voir le traitement de la migraine. Le traitement de la migraine. Alors, il faut traiter deux choses dans la migraine. Il faut traiter la crise migraineuse. Il faut faire le traitement de fond. D'accord? Si vous ne traitez que la crise migraineuse, le malade, il ne va jamais guérir. Donc, quand il a mal, il prend des médicaments, le mal disparaît, et voilà. Quelque temps après, il va encore avoir mal et ça ne va pas finir. Donc, pour que le malade guérisse, il faut qu'il fasse un traitement de fond, c'est-à-dire de tous les jours. D'accord? Pendant un certain temps, 6 mois, une année, ça dépend. D'accord? Donc, on va commencer par le traitement de la crise. C'est quand le malade est en pleine crise migraineuse. Alors, là, on a plusieurs médicaments et ça va des médicaments les plus simples aux médicaments les plus importants qu'on utilise dans la migraine. Alors, les plus simples, par exemple, l'aspirine, le paracétamol, le diantalvic, etc. C'est rare quand un migraineux répond à ces médicaments, mais ça peut exister. Excusez-moi, je vais mettre la recharge. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Alors, donc on commence par des médicaments qui sont simples, comme des antalgiques simples, l'aspirine, paracétamol, etc. Certaines personnes peuvent répondre à ces médicaments, mais il y en a d'autres qui ne répondent pas. Donc, on va passer aux anti-inflammatoires. Généralement, les anti-inflammatoires, ça marche très bien dans les crises migraineuses. Quand quelqu'un est en pleine crise migraineuse, donnez-lui, par exemple, un anti-inflammatoire d'action rapide, par exemple en suppôt, en injectable, et au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, il n'a plus mal. D'accord? Alors, vous pouvez utiliser du buprofène, du naproxène, surtout le diclofénac, Voltaren, Profénide, etc. Et là, quand ils sont utilisés sous forme de suppôt ou sous forme d'injection, ça agit très rapidement sur la crise migraineuse et ça l'arrête, généralement. Parfois, il y a des malades qui ne répondent pas aussi aux anti-inflammatoires et à ce moment-là, on va leur donner
ce qu'on appelle les dérivés ergotés, de l'ergotamine, les dérivés de l'ergotamine. L'ergotamine, en fait, c'est quoi? C'est un médicament c'est vasoconstricteur. Donc, au moment de la crise migraineuse, on est en phase de vasodilatation. C'est pour ça qu'on a mal. Donc, il faut créer une certaine vasoconstriction. Et donc, c'est pour ça qu'on dit les dérivés de l'ergotamine. Donc, les dérivés de l'ergotamine, on peut les donner soit sous forme d'action rapide, les dérivés qui agissent rapidement. Par exemple, le gynergène caféine, la dihydroergotamine en injectable ou en spray nasal. Et ça agit rapidement, ça arrête la crise. On peut les utiliser sous forme de comprimés ou de gouttes, mais ça c'est dans le traitement de fond. D'accord? C'est pas dans le traitement de la crise. Dans le traitement de la crise, on utilise des médicaments qui ont une action rapide pour arrêter la crise. Donc, toujours en forme de suppo, injectable, spray nasal, etc. Voilà. Donc, on utilise le tartrate d'ergotamine, gynergène caféiné, ou bien le dihydroergotamine sous forme injectable ou en spray nasal. Il y a des malades qui ne répondent pas encore à ces dérivés ergotés et on arrive au triptan. Les triptans, c'est les derniers nés, si vous voulez, des traitements de la crise migraineuse. Et donc, le premier triptan qui a été découvert, c'est le sumatriptan. Le sumatriptan. Et donc, c'est des médicaments aussi qui, donnés au moment de la crise, arrêtent la crise au bout d'une demi-heure, généralement. Le sumatriptan, alors en Algérie, on n'a pas le sumatriptan, on a un triptan des laboratoires Pfizer, c'est le Relpax. Le Relpax. Hein? Relpax. R-E-L-P-A-X. Le Relpax. C'est un triptan des laboratoires Pfizer qui existent en Algérie. C'est comme le sumatriptan. D'accord? Donc, toujours on commence par les antalgiques simples. Si ça ne marche pas, les anti-inflammatoires. Si ça ne marche pas, les dérivés ergotés. Si ça ne marche pas, les triptans. Ça, c'est le traitement de la crise migraineuse. Maintenant, le traitement de fond. Surtout, ne jamais oublier le traitement de fond. Si vous oubliez le traitement de fond, vous n'avez rien fait, vous n'allez pas guérir votre malade. D'accord? Alors, le traitement de fond, on peut utiliser des bêta-bloquants. Curieusement, on a remarqué que ça agissait sur les migraines et ça guérissait, si vous voulez, la migraine. Alors, on peut donner l'avlocardie, l'athénolol. Surtout, nous, on utilise le lopressor. Le lopressor. Donc, les bêta-bloquants. On peut donner des antagonistes de la sérotonine. Alors, on les donne fréquemment, les antagonistes de la sérotonine. Alors, on utilise le pizotifène ou le Sanmigran. C'est le produit le plus utilisé. On peut utiliser des dérivés de l'ergotamine. Mais ici, c'est le traitement de fond. Donc, on va utiliser un médicament qui n'est pas d'action rapide, c'est-à-dire un dérivé ergoté qui n'est pas d'action rapide. Et donc, on va utiliser la dihydroergotamine en comprimé ou en gouttes. Donc, comprimé pour les adultes, en gouttes pour les enfants, à la dose de 10 mg par jour. Et alors, il y a des médicaments qui agissent très très bien sur le traitement de fond de la migraine. Ce sont les antidépresseurs, surtout l'amitriptyline. On a remarqué aussi qu'il y a des antiépileptiques qui agissaient bien aussi sur le traitement de la migraine, comme la dépakine. Ça donne aussi de très bons résultats. Alors, donc, n'oubliez jamais, quand vous traitez votre malade, de donner le traitement de fond. Il faut insister sur le traitement de fond plus que le traitement de la crise. Parce que le traitement de fond, c'est ça qui, à la longue, va guérir votre malade. D'accord? Alors, il faut savoir que la migraine, imaginez quelqu'un qui a toujours mal à la tête, à la longue, il va déprimer, hein, il va être stressé, déprimé, etc. Et donc, ces malades-là, il faut les orienter vers un psychothérapeute, si vous voulez. Il faut leur faire de la psychothérapie, des massages, de la relaxation. L'acupuncture semble donner de très, très bons résultats sur les migraines. Alors, je vous ai parlé hier de la migraine cataméniale. La migraine cataméniale qu'on voit chez la femme et qui précède les règles, 1 ou 2 jours avant les règles. Et donc là, vous pouvez utiliser de l'estradiol en gel, 48 heures avant le cycle. De l'estradiol en gel percutané, 48 heures avant le cycle pour éviter cette
crise migraineuse qui est quand même assez virulente. Voilà pour ce qui est du traitement de la migraine en général, qui est donc la céphalée la plus fréquente, d'accord, en neurologie. Maintenant, on va voir un autre type de céphalée. C'est l'algie de la face. L'algie vasculaire de la face. Algie, douleur d'origine vasculaire, mais ici, elle touche la face, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme la migraine, mais elle va toucher la face. Donc, c'est une douleur qui touche surtout le globe orbitaire. Et tout autour de l'orbite. L'orbite est tout autour de l'orbite. Après, elle commence au niveau orbitaire. Après, elle va irradier. Elle va aller vers le front, la joue, la gencive, les tempes et même l'oreille. Toujours du même côté. Donc, on a l'impression, elle ressemble un peu, c'est une hémicranie, elle ressemble un peu à la migraine, mais elle touche le visage. Donc, elle commence au niveau orbitaire et périorbitaire, et elle va irradier vers le front, la joue, même la gencive, la tempe et l'oreille. D'accord? L'algie vasculaire touche surtout l'homme. Et même chose que pour la migraine, elle va venir par accès, c'est-à-dire par crise. Ces crises, elles vont durer 10 minutes, parfois même 3 heures, et elles vont disparaître. Et entre les crises, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fond douloureux. Voilà. Donc, ce qui est important dans l'algie vasculaire de la face, c'est que vous avez la douleur, et cette douleur, elle va être accompagnée de troubles vasomoteurs. Donc, non seulement la douleur orbitaire qui irradie vers la gencive, le front, etc. En plus, le malade, il va avoir un larmoiement, hein, des larmes, si vous voulez, une rougeur de l'œil, une congestion nasale, c'est comme s'il était enrhumé, un écoulement nasal, une rhinorrhée, une sudation au niveau du front, et même un syndrome de Claude Bernard Horner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça auparavant. Alors, Claude Bernard Horner, c'est le malade va avoir un ptosis, c'est-à-dire chute de la paupière, un myosis, c'est-à-dire diminution de diamètre de la pupille, et une hénophthalmie, c'est-à-dire l'œil qui entre dans l'orbite. Hein, contrairement à l'exophthalmie, l'œil qui sort là, l'œil qui entre dans l'orbite. Donc, ces trois signes-là forment le syndrome de Claude Bernard Horner qu'on peut voir chez le malade qui fait une algie vasculaire de la face. Et on peut voir aussi un œdème, la paupière qui est enflée parce qu'il y a un œdème. Donc voilà, l'algie vasculaire de la face, elle touche la face. C'est une douleur orbitaire qui irradie du même côté, si vous voulez, de la douleur, vers le front, la joue, la tempe, etc. Elle touche surtout l'homme, elle survient par accès et elle s'accompagne de troubles vasomoteurs. Voilà pour l'algie vasculaire de la face. La névralgie du trijumeau. Alors là, la névralgie du trijumeau, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des douleurs, si vous voulez, mécaniques, vasculaires, etc. Et là, c'est une douleur neuropathique, c'est-à-dire que c'est une douleur du nerf lui-même. D'accord? C'est une douleur du nerf. Et là, on a plusieurs types de douleurs neuropathiques. Au niveau donc du crâne, la plus fréquente, c'est la névralgie du trijumeau. Le trijumeau, alors vous savez que c'est la 5e paire crânienne, qu'elle est divisée en 3 parties. Le 5-1 qui innerve surtout le front, le 5-2 qui est dit maxillaire supérieur et le 5-3 qui est dit maxillaire inférieur. Alors la névralgie, donc algie du nerf, donc douleur neuropathique, généralement on touche surtout le 5-2 ou le 5-3. Le 5-2 ou le 5-3. Alors, c'est une douleur qui est intense, paroxystique, c'est-à-dire paroxystique, elle vient, elle dure quelque temps et elle part. Elle vient brutalement, dure quelque temps et elle part. D'accord? C'est des douleurs qui sont vraiment insupportables parce que c'est comme d'électricité. D'accord? Donc, c'est des éclairs douloureux, type de décharge électrique. Parfois, le malade a une sensation de broiement. C'est comme si on lui broyait le visage ou c'est comme si on lui arrachait le visage. D'accord? C'est des décharges, sensations de broiement, d'arrachement, très importants, qui vont durer quelque temps. Ils vont venir par salve. Salve, c'est-à-dire, bon, je veux dire comme ça, tac, 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 et ça part. Tac, 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 et ça part. D'accord? Par salve, de d'1 à 2 minutes,
et ça part, et ça revient, et ça part. Dans la journée, il peut avoir 36 000 salves. D'accord? Donc, décharge électrique, sensation de brûlement, arrachement, ça vient comme ça en accès de 1 à 2 minutes et ça part. C'est une douleur qui est violente, insupportable. Alors, elle est tellement insupportable. Ok, ok. Je reprends. Vous m'entendez comme ça? Oui, madame. Alors, l'allergie du trijumeau. Alors, je vous ai dit que donc le trijumeau, c'était un nerf qui innervait le visage et il était divisé en 3 branches. Alors, le 5-1 qui innerve le front, le 5-2 qui innerve le maxillaire supérieur et le 5-3 le maxillaire inférieur. D'accord? Alors, la névralgie du trijumeau, c'est une douleur qui est particulière. Pourquoi? Parce que c'est une douleur du nerf. C'est plus comme tout à l'heure une douleur vasculaire, mécanique, etc. Là, c'est une douleur du nerf lui-même. D'accord? C'est ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, elles sont particulières par leur intensité. C'est une douleur qui est intense, elle est insupportable. Paroxystique, c'est-à-dire elle vient par crise. Elle vient tout d'un coup, le malade commence à avoir mal, ça dure quelque temps et ça part. D'accord? Paroxystique. Ce sont des éclairs douloureux. C'est comme si on vous met de l'électricité sur le visage. Donc, des éclairs douloureux, un type de décharge électrique. Sensation de broiement. C'est comme si on vous broyait le visage. C'est comme si on vous arrachait le visage. Donc, sensation de décharge, de broiement, d'arrachement. Ça va durer qu'1 à 2 minutes. Ça vient par salve. Ça va durer, c'est-à-dire par crise, si vous voulez. Ça dure 1 à 2 minutes et ça disparaît. Et ça reprend. Dans la même journée, on peut avoir beaucoup de salves. D'accord? De décharge électrique. Donc, vous imaginez un peu que c'est des douleurs qui sont violentes, insupportables. Imaginez, on vous met de l'électricité sur le visage. Donc, alors, le malade, pour éviter cette douleur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une position antalgique du visage. Et ça donne un visage crispé. On appelle ça le tic douloureux de Trousseau. Vous voyez un malade qui est crispé comme ça, avec une grimace. Pourquoi? C'est parce qu'il prend une position pour ne pas avoir mal, ce qu'on appelle la position antalgique. Et c'est ce qu'on appelle le tic douloureux de Trousseau. Au niveau du visage, du malade qui fait une névralgie du trijumeau, on a aussi une région qu'on appelle la zone gâchette. Cette zone gâchette, c'est quoi? La gâchette du pistolet. Vous appuyez sur la gâchette et vous avez la balle qui part. Même chose ici. Vous avez une zone gâchette au niveau du visage. Cette zone, le simple effleurement, même quand le vent l'effleure comme ça va déclencher ces accès douloureux. Donc, le fait aussi de parler, de se brosser les dents, de rire, tout ça, ça va déclencher ces douleurs paroxystiques. D'accord? Donc, à la longue, le malade, il va savoir où est sa zone gâchette, il essaie de ne pas la toucher, de ne pas la stimuler, quitte à ne pas se brosser les dents, à ne pas parler, etc., pour éviter cette douleur qui est insupportable. D'accord? Alors, il faut savoir que la névralgie du trijumeau, elle est généralement idiopathique, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune cause. Et donc, quand on examine le nerf 5, on va trouver un examen normal. D'accord? Mais parfois, la névralgie du trijumeau, elle est secondaire à des choses qui vont comprimer ce nerf, par exemple un kyste, une tumeur, etc., sur le trajet du nerf. Donc, il va nécessiter des fois une intervention chirurgicale pour que cette douleur disparaisse. D'accord? Donc, mais la plupart du temps, la névralgie du trijumeau, elle est idiopathique, elle n'a pas de cause. Alors, le traitement de la névralgie du trijumeau repose sur un antiépileptique qu'on appelle la carbamazépine, le Tegretol. Donc, le Tegretol, il existe des comprimés à 200 mg, des comprimés à 400 mg. Généralement, on utilise des comprimés à 200 mg qui ont une action plus ou moins rapide. Et donc, on peut aller de 3 à 4 comprimés selon l'intensité donc, de cette douleur. Voilà pour ce qui est de la névralgie du trijumeau. Et je termine par les céphalées psychogènes. C'est quoi ça, céphalées psychogènes? Bon, avant, on disait céphalées psychogènes, maintenant, on parle de céphalées de tension musculaire.
pas la tension artérielle, tension musculaire. C'est quoi ça? Alors, vous savez que la tête, le crâne, il est recouvert de muscles, ce sont les muscles plats, et vous avez aussi les muscles de la nuque. Alors, des fois, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on n'a pas dormi la nuit, etc., ces muscles-là, ils vont se contracter et ils vont comprimer, si vous voulez, comprimer le crâne, la nuque, etc., et ça va donner des céphales, des maux de tête, d'accord? On a tous eu ces maux de tête qu'on appelle les céphalées de tension, hein, secondaires, comme je vous ai dit, une nuit d'insomnie, un stress, des efforts, quand on fait des efforts d'attention, quand, si vous voulez, quand on travaille, quand on apprend ses cours, etc. Donc, ces muscles se contractent et ils vont donner une tension sur la tête et la nuque et ça va faire mal. C'est ce qu'on appelle les céphalées de tension. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.